Bonjour à tous, bienvenue à nouveau au Sable d'Olonne. Alors aujourd'hui, nous avons fait une petite sortie en mer pour accueillir le 3 mâts, le Belem, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Belem, ce fameux 3 mois, que si j'avais des gens plus doués en chanson que je n'ai sur le bateau aujourd'hui à bord, on vous aurait bien chanté. Donc le Belem arrive au Sable d'Olonne, ce n'est pas la première fois. Le but de notre live aujourd'hui, c'est de vous montrer l'arrivée. Déjà notre sortie du chenal était très belle parce que les Olonnois étaient en train de sortir, tous les bateaux de sable se préparaient à sortir en mer pour l'accueillir. Le Belem 3 mâts à phare carré et coque en acier, comme vous pouvez le voir sur nos images, même si nous sommes un petit peu loin, est le dernier des grands voiliers du commerce français du 19e siècle encore navigant. Une aventure maritime qui dure depuis plus de 120 ans, en ayant vécu pas moins de 5 vies, changé 3 fois de nationalité pour finir par retrouver le pavillon tricolore de ses origines, trompant la mort, survivant là où des milliers d'autres voiliers plus grands, plus puissants, plus neufs ont disparu à jamais. Le Belem est protégé par sa bonne étoile, dit la Fondation Belem, qui le fait encore naviguer aujourd'hui. Comme vous le savez, on peut apprendre à naviguer sur le Belem, on peut juste faire ni naviguer le temps d'une escale. Alors leur dernier voyage en date s'arrête au Sable d'Olonne pour une journée et nous avons essayé de voir un petit peu cet après-midi à quoi ressemble ce bateau, de le voir de plus près, de lui dire bonjour en baie des Sables d'Olonne. Et puis je vais essayer peut-être de vous rappeler en quelques dates à ceux d'entre vous qui l'ignoraient, quelle est l'histoire très rapidement de ce bateau construit à Nantes il y a plus d'un siècle. Wow, c'est beau comme une carte postale. Cette image du 3 mâts avec la tour à rondelle et la chaume en toile de fond, c'est absolument magnifique. Et puis quelquefois, quand on le regarde sous cet angle-là, on comprend aussi qu'à une certaine époque, ce bateau ait pu s'appeler Fantôme 2. Le 10 juin 1896 commence son aventure. Il est mis à l'eau à Nantes par l'armement Denis Couan fils après 6 mois de construction dans les chantiers du Bijon à Chantenay-sur-Loire. Il se nomme Belem, nom de son comptoir de commerce au Brésil. Il doit servir au transport de marchandises. Et les ingénieurs du Dubigeon mettent au point un navire, comme vous pouvez le voir, enfin ça ne se voit pas aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est un navire relativement petit, élégant, rapide mais robuste, qui peut transporter jusqu'à 675 tonnes de chargement. Sa ligne vaut au Belem dès sa naissance le surnom de yacht de l'armement Couan. Il porte un équipage de 13 hommes. Sur sa proue, la devise Ordem et Progresso est celle du Brésil. En quelques dates encore, le 8 mai 1902, quelques années plus tard seulement, le Belem échappe par miracle à l'éruption de la montagne Pelée qui dévaste le port de Saint-Pierre de la Martinique. Et jusqu'en 1914, il sillonnera l'Atlantique pour le compte de 3 armateurs successifs. Il transporte jusqu'en France des fèves de cacao d'Amazonie pour le célèbre chocolatier Meunier, puis par la suite du rhum et de la canne à sucre. En 1914, à l'orée de la Première Guerre mondiale qui cause la destruction d'innombrables voiliers de commerce, la carrière commerciale du Belem est interrompue, concurrencée par les vapeurs bien plus rapides. Et c'est en 1914 aussi que le Belem est racheté par le duc de Westminster qui l'équipe pour la première fois de moteur et le transforme en yacht de luxe pour ses loisirs. La dunette est surélevée, ornée de balustres de style victorien. 2 pièces sont construites, le petit et le grand roof, qui viennent agrandir la réception du bateau. L'escalier à double révolution et les décors en acajou de Cuba datent de cette époque et sont toujours visibles à bord. En 1921, notez bien cette date parce que cela vous dit quelque chose, le 3 mâts Belem est racheté par Sir Arthur Ernest Guinness, vice-président des brasseries et grand amateur aussi, non seulement de bière, mais aussi de navigation. Le Belem prend alors le nom de Fantôme 2. Et seulement 2 années plus tard, de 23 à 24, Ernest Guinness fait le tour du monde en famille à bord de son Happy Yacht pendant une année
réempruntant le canal de Panama et celui de Suez. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en revanche, le navire est désarmé à l'île de White et il demeure là durant tout le conflit. Voilà, on va passer rapidement en revue aussi la période italienne de ce navire. Et nous sommes déjà en 1951. Vittorio Cini, puissant capitaine d'industrie italien, rachète aux héritiers de M. Guinness, son ancien propriétaire, l'élégant 3 mâts nommé Phantom II. Il destine le bateau à la fondation Giorgio Cini qu'il vient de créer au début de cette même année 1951 en mémoire de son fils Giorgio, mort dans un accident d'avion en août 1949. La fondation Giorgio Cini a pour vocation initiale la restauration de l'île San Giorgio Maggiore et de son ancien couvent bénédictin dégradé par 150 ans d'occupation militaire et sa transformation en centre culturel de renommée internationale. Mais sur l'île, Vittorio Cini installe également des centres d'enseignement professionnel, notamment le Centro Marinaro, destiné à former au métier de la marine marchande, mécanique, opérateur radieux, etc. Il achète donc le 3 mâts pour offrir aux élèves du Centro Marinaro et de l'Instituto Scilla un navire-école dédié à leur apprentissage. Il le rebaptise alors Giorgio Cini, du nom de la fondation éponyme. Dès son arrivée à Venise en 1951, le nouveau Giorgio Cini a réaménagé un navire-école opérationnel pour accueillir à bord un grand nombre d'élèves. Les espaces intérieurs sont réorganisés. Les compartiments luxueux de l'entrepôt, le grand salon, les cabines privées sont supprimés. On y installe une grande salle commune, modulable, servant tout à la fois de dortoir, de cantine et de salle d'études. Autour du grand escalier, les cabines sont réaménagées pour ajouter davantage de couchage. À la proue, les espaces centraux et le tribord logent désormais lavabo et toilettes. Sous la dunette, seuls les logements des officiers, du médecin et de l'aumônier conservent les caractéristiques de la période anglaise. Et donc, il accueillera à bord chaque été plus de 250 élèves en tout pour plus de 6000 milles nautiques. À chacune de ces sorties, il accueillera entre eux, à l'époque, 600 et 80 élèves choisis par la fondation Giorgio Cini, et notamment des orphelins de l'Instituto Scilla dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est ainsi que les 3 mâts embarquent chaque été plus de 250 élèves sur 5000 ou 6000 milles nautiques. La vie à bord est très orchestrée, rigoureusement organisée et suit un rythme immuable. La matinée est consacrée à l'instruction pratique et théorique selon les spécialités de chacun, commandement, mécanicien, opérateur radieux, électricien. Et lorsque le 3 mâts est en mer, l'après-midi est un temps plus calme, consacré au repos. Les départs de Venise et les arrivées sont solennels. Et pourquoi je vous dis tout ceci ? Parce que le départ de ce bateau de Venise sera pour les Vénitiens un vrai moment de tristesse. On y est presque, on arrive presque à la fin de son époque italienne. Le Giorgio Cini effectue sa dernière croisière au cours de l'été 1967. Trop vétuste pour répondre aux impératifs de la formation navale moderne, il est remisé à quai sur l'île San Giorgio Maggiore durant 5 ans. En 1972, les Carabinieri, qui aspirent à disposer d'un navire-école de prestige, proposent de financer les travaux pour sa remise en neuf. Ils confient le navire aux Cantieri Navali ed Officine Mecciani di Venezia, je ne sais pas pourquoi j'essaie de le prononcer en italien, qui réalise alors dans l'arsenal d'importants travaux de restauration et redonne au Giorgio Cini son gréement d'origine, celui d'un 3 mâts barque. Mais les travaux de restauration coûtent cher. Un dédommagement financier, c'est finalement le navire lui-même qui est cédé au chantier naval en 1976, lesquels se voient contraints de le mettre en vente pour rembourser les frais engagés. Nous sommes en 1978, la mise en vente est donc effective. Plusieurs candidats étrangers sont en lice pour acquérir le Giorgio Cini et parmi eux des Français. Car l'origine nantaise du 3 mâts a été découverte dès 1970 par un passionné de vieux gréement, le docteur Luc-Olivier Cross, qui, apprenant sa mise en vente, a réussi à attirer l'attention de ses compatriotes.
Malgré une forte mobilisation à Venise, le Giorgio-Cini est finalement cédé en janvier 1979 à des nouveaux mécènes, les caisses d'épargne françaises, qui ont réussi à réunir les fonds nécessaires pour son acquisition. Je vous dis cela parce que vous pouvez le voir sur ces images très rapidement en arrivant dans la baie des Sables d'Olonne. Le Belém a hissé à côté du drapeau tricolore le pavillon de la caisse d'épargne. Le 15 août 1979, les Vénitiens pleurent le départ de leurs 3 mâts. Et commence donc à nouveau la période française du Belém. La caisse d'épargne crée alors la Fondation Belém. Celle qui est le propriétaire du bateau encore actuellement, elle sera reconnue très rapidement d'utilité publique. Il est décidé donc que le Belém sera exploité comme navire-école civil. Les travaux nécessaires pour refaire naviguer le Belém sont confiés à Jean Randier, ancien officier de la marine marchande. Après une première série de travaux à Brest, le Belém est transféré à Paris et amarré au pied de la Tour Eiffel afin d'attirer l'attention des médias et du public. Des nombreux et précieux bénévoles, à l'image de Daniel Giaono, chauffeur de taxi d'origine bretonne, s'y impliquent et deviennent des acteurs à part entière de l'aventure du Belém. En 1984, quelques dates encore, le Belém est classé monument historique. En 1985, Jean Randier est nommé par la Fondation premier capitaine du Belém. Daniel Giano devient son bosco et restera comme maître d'équipage du Belém jusqu'en 2003. En 1987, les travaux sont terminés, le Belém est transformé en navire-école civil ouvert à tous et en 2002, la Fondation Belém organise un voyage mémorial sur les routes des premières navigations transatlantiques du navire. Près d'un siècle après y avoir chargé des marchandises pour la dernière fois, le Belém rentrera en 2002 à nouveau dans le port de Belém do Pará au Brésil. Il y retournera la même année à Saint-Pierre-de-Martinique à l'occasion du centenaire de l'éruption de la montagne Pelée, tragique événement dont il est un des rares et miraculeux rescapés. Et puis, vous avez aussi pu revoir le Belém en 2016 à Nantes, lorsque la ville de Nantes a fêté les 120 ans du 3 mois au cours de l'événement des bords de Loire. L'année dernière, la Fondation Belém a célébré ses 40 ans d'existence. Voilà en quelques dates, en quelques chiffres de ce bateau qui donc est visible au Sable d'Olonne, au ponton visiteur à Port-Olona jusqu'à ce mardi après-midi. Et puis je vous laisse découvrir en arrivant son arrivée au sable. C'était impressionnant de monde, un monde fou sur la mer, un monde fou aussi à terre. Je vous laisse impressionner ces images qui rappelleront à certains d'entre vous des images d'arrivée du Vendée Globe. Et oui, merci de nous avoir suivis sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter pour nous donner un petit coup de main. Merci, à très bientôt. Bel été à vous. L'équipage, je ne sais pas si vous le voyez dans l'iPhone, mais l'équipage a un immense sourire parce qu'il est sûr que rentrer au Sable d'Olonne avec un monde pareil des deux côtés, après une longue navigation, avec le phare vert. Ah, je revois un commentaire. C'est Julien qui me remercie. Alors l'équipage ne sait plus où donner de la tête, il tourne à gauche d'une côté d'une jetée, de l'autre jetée.
incroyable qu'un lundi, oui, il y a autant de monde sur l'eau. Bon, faudrait qu'on le remercie, notre capitaine. Le Belém pour le prochain départ dans la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça c'est sûr. C'est vrai que c'est impressionnant. On va remercier Guillaume, je prononce plus son nom de famille puisqu'il me l'a interdit à bord, notre capitaine qui nous a permis d'être aussi près. On va peut-être passer de l'autre côté du bateau. Si tu on va apercevoir la chaume. Bon, il va essayer de faire un truc qui n'est pas dans le manuel parce que le bateau t'as le bateau pilote derrière quand même. Si on a pu filmer de si près et l'approcher de si près, c'est grâce à Guillaume qui en a fait des courses, a couvert des départs des courses au Sable d'Olonne. Moi je l'ai connu sur l'eau pour la Golden Globe Race justement. Et c'est facile. Salut. Voilà, les chantiers sablés privilèges qui sont sur l'eau, comme tous les autres sablés sur l'eau ou sur la jetée. Je ne sais pas vous, mais moi, de voir cette image, cette jetée bondée, cette joie du public, c'est un peu un équivalent d'arrivée du Vendée Globe avec l'été, ce qui n'est quand même pas désagréable, je vous le dis. Moins de pluie, moins de froid, moins de vent. Alors, voyez-vous, c'est un peu cela, ce qui est unique au Sable d'Olonne. Et je le dis pour avoir vu quelques courses ailleurs, dans d'autres pays, ailleurs aussi, dans d'autres ports au Sable d'Olonne. Ici, il ne s'agit même pas d'une course maritime, c'est juste une arrivée de bateau. Et les sablés sont si nombreux sur l'eau, sur les quais, pour l'accueillir. Les navigateurs me l'ont souvent dit, des étrangers venus ici pour une occasion ou pour une autre, et qui ont surpris une arrivée de course, me l'ont dit aussi. Les Sables d'Olonne est une ville unique au monde pour cela. Et je pense que même pour l'équipage du Belém, que je voyais tout à l'heure, très surpris, très heureux évidemment, mais très surpris aussi, c'est une arrivée mémorable. Ça se voyait sur leur visage. Je vous dirai, je leur poserai la question tout à l'heure. Je ne vais pas continuer le live une fois le bateau accosté parce qu'ensuite vous pourrez venir le voir vous aussi. Et je leur poserai la question et je vous dirai un commentaire. Comment ils ont vécu cette arrivée au Sable d'Olonne. D'ailleurs, dans notre prochain mag, on avait avec nous aujourd'hui Fabien que vous ne voyez jamais. Attendez. Fabien, vous ne le voyez jamais pendant les mags. C'est grâce à lui, c'est le réalisateur de notre mag. C'est grâce à lui que nous pouvons tourner bénévolement chaque mois un magazine. Et donc dans le prochain, nous reviendrons avec un petit sujet sur l'arrivée du Belém au Sable d'Olonne, avec quelques petits témoignages aussi.
c'est beau comme une carte postale. Cette image du 3 mâts avec la tour à Arndel et la chaume en toile de fond, c'est absolument magnifique. Et puis quelquefois, quand on le regarde sous cet angle-là, on comprend aussi qu'à une certaine époque, ce bateau ait pu s'appeler Fantôme 2, qu'il ait pu inspirer des gens. Alors, pour voir comment techniquement les choses vont se passer, vous voyez maintenant à côté, vous le voyez, il va y avoir la procédure d'accostage et puis vous pouvez voir le long du bateau, à bord, le lieutenant du port que nous avons aperçu tout à l'heure et puis les autres employés du port en train de le pousser avec les semi-rigides pour lui permettre de manœuvrer. Pour le moment, je ne vois pas exactement comment il va, de quelle manière il va approcher et ce qu'ils font exactement. Marche arrière. Apparemment, c'est une marche arrière. Voilà, hop. Là, on les voit mieux. Donc, on les voit. Je pense qu'il va se faire tracter en fait pour la dernière partie de son arrivée. Ouais, c'est une sorte de marche arrière. Il est en train de tourner en fait. C'est une sorte de marche arrière sur le côté. Bref, le bateau en fait était poussé avec les semi-rigides pour le mettre complètement à travers du chenal. Et à mon avis, il est en train de... Bon, pour le moment, il avance en perpendiculaire, en travers du chenal. Mais on va voir ce qui va se passer. Pour moi, c'est la première fois que je vois un bateau, un navire arriver de traverse. Et nous saurons peut-être plus tard un peu, si je le sais d'ici là, je vous le dirai, pourquoi cette manœuvre. Je pense qu'effectivement, ils sont en train de le pousser pour le tourner dans l'autre sens et il va arriver en fait avec l'arrière du bateau en avant. Je pense que c'est ça. Enfin, ça a l'air d'être un peu ça. Pour l'instant, c'est juste de travers. Franck, tu peux me dire ce qu'il fait? Tu peux me dire ce qu'il fait? Tu peux me dire ce qu'il fait? Oups. Qu'est-ce qu'il fait le bateau en fait? Il va faire une marche arrière. Il va se mettre à marche arrière. Donc on va faire comme ça. Et vous le poussez en fait? Bien dans l'axe après. D'accord. Oui, donc c'était bien ça. Donc c'était bien ça. Je viens de demander à Franck, le lieutenant du port. En fait, ils l'ont poussé pour lui permettre de se mettre. Ils l'ont poussé pour lui permettre de se mettre en marche arrière. Donc il va arriver dans l'autre sens. Toutes les questions auxquelles nous n'avions pas de réponse pendant ce live trouveront réponse donc dans le prochain mag. Je ne sais pas encore qui est l'invité de notre prochain mag qui aura lieu à la fin du mois d'août, mais il est certain d'ores et déjà que nous aurons un petit sujet façon JT de 2 minutes sur le Belém, sur son histoire, sur son arrivée, sur son séjour sablé, sur son séjour sablé 2021. Alors si vous aussi vous avez des vidéos ou si vous avez des petites images amusantes, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire ou à nous les envoyer. Peut-être nous serviront-elles aussi pour notre sujet. La petite navette.
les passagers du passeur sont en première, en première loge. Quand c'est arrivé, voilà, le bateau a fini de tourner. Waouh, c'est noir de monde. Guillaume, il me faudra combien d'années pour piloter comme toi? Combien de vies? Combien de vies? Poubelle, mon bateau. Moi j'ai arrêté la clope depuis 3 semaines. Ouais, c'est ça, moi aussi j'ai arrêté depuis tout. 3 par jour. Bah, c'est bien. J'achète des Oh cigares. là là, tu trouves pas ça. Il n'y a pas de papier. Pardon. Hop. Hop. Je vais retourner. J'en ai une, je crois, dans ma poche. J'ai mis... On a les 2 mètres de port. On sent la marée, à gauche. Lui, là, on ne sait pas d'où il vient. Il y a du basket. Alors je vous ai raconté tout à l'heure, donc pour ceux qui ont commencé ce live depuis le début, je vous ai raconté l'histoire de ce 3 mâts construit à Nantes, français, ayant changé de nationalité 3 fois. Qui a été à la fin juste avant de redevenir français. Tout le monde l'applaudit un peu partout. Donc qui a vécu longtemps, a été vénitien pendant longtemps, bateau-école, avant de... Pour les villes de sable. Ça marche.
Donc comme je vous le disais, il fut italien, bateau école pendant de longues années. Et en 1978, plusieurs candidats sont en lice pour acquérir le Giorgio Cini, parce qu'à l'époque le bateau s'appelait comme ça, et parmi eux des Français. Car l'origine nantaise du trois-mâts a été découverte par un passionné de vieux gréement, le docteur Luc-Olivier Gosse, qui, apprenant la mise en vente de l'ancien Bellet, devenu donc Giorgio Cini, a réussi à attirer l'attention de ses compatriotes. Et malgré une forte mobilisation à Venise, parce que les Italiens souhaitaient le garder, le Giorgio Cini est finalement Et donc malgré la forte mobilisation italienne, le Giorgio Cini est finalement cédé en 1979 à son nouveau mécène, les caisses d'épargne, d'où je vous disais tout à l'heure l'origine de ce pavillon que vous verrez tout en haut du mât. Et donc c'est le 15 août 1979 que le tramway quittera. Les Vénitiens ont réellement pleuré le départ de leur tramway. Et il est donc revenu en France. Il a retrouvé son nom, le Belém. Et depuis, il permet, avec la fondation Belém, il permet à des jeunes d'apprendre à naviguer, entre autres de ses missions. Voilà. Regardez un peu le monde qu'il y a sur le... Tout à l'heure, j'en ai même parlé à Jean-Marc Artaud qui a fait des photos, le photographe s'appelait, qui a fait des photos du Belém. Je crois que ces jours-ci, j'espérais le voir sur l'eau pour lui poser la question, mais je ne l'ai pas vu. Je suis presque certaine que pendant l'arrêt du Belém au Sable d'Olonne, il y a une exposition de photos donc par Jean-Marc Artaud qui est prévue quelque part. Jean-Marc, si tu nous lis, dis-nous où se trouve ton expo jusqu'à demain soir, jusqu'au départ du Belém. Et voilà, l'opération est terminée. Le bateau pilote va s'en aller et le Belém est à l'arrêt. Sa mère, non, c'est bon. Moi c'est bon, j'ai fini. Alors François, ouais. Tu veux qu'on aille à Quai? Ouais, si tu veux, ouais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Avec la Télé des Sables, on a essayé de faire un petit live. C'était un petit peu mouvementé avec le vent. J'espère que le son était ok. Et si le son était ok, au moins vous avez, si le son n'était pas ok, au moins vous avez eu les images de la Merci. Attendez, parce qu'il faut que je détache le bout jaune qui est... Hop. Hop, pardon. Voilà, pardon, hop, j'ai juste détaché un bout.
pour que Guillaume puisse accoster. Donc voilà, c'était un petit live tiré par les cheveux comme d'habitude, mais avec le soleil et la joie de vous retrouver tous. Nous ferons comme je vous le disais, un petit résumé de l'arrivée du Belém avec peut-être quelques interviews. Vous pourrez les découvrir en version courte dans notre prochain mag de la Télé des Sables fin août. D'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances, une belle semaine si vous avez repris, belle rentrée. On se retrouve très bientôt pour le mag. Et puis un grand merci une fois de plus à Guillaume, notre capitaine du jour, et à Fabien qui, lui, à la différence de moi, vous a fait des très belles images avec sa super caméra qu'on ne voit pas. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous quitte. Je vous laisse découvrir le Belém accosté au Sable d'Olonne jusqu'à demain soir, je crois, en tout cas pour 24 heures. Belle journée à vous, à bientôt. Bye bye.